Alors, notre prochain présentateur pour ce soir s'appelle Malo Guémas. Il fait présentement une maîtrise en génie mécanique et il va vous parler de, en fait, respirer dans un liquide, c'est pas si loin que ça de la science-fiction. Ça se peut que ça soit même plus proche de la réalité. Donc, on va lui donner la parole pour qu'il puisse vous expliquer comment ça marche tout ça. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que oui. Ok. Donc ouais, moi aujourd'hui je vais vous parler un peu de santé, de biomécanique, de respiration et de liquide. Avant de débuter, je voulais savoir, est-ce que à main levée dans la salle, il y en a qui ont vu le film Abyss? Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce qui se passe un peu dans le film Abyss, sans spoil forcément les autres personnes de la salle? Personne? Ok. Bon, super. Pardon? Voilà, super. Merci beaucoup. Dans ce film, donc c'est James Cameron qui l'a fait, donc il a fait Avatar aussi, il a un beau palmarès. Les plongeurs partent dans les abysses en respirant avec du liquide. Donc ça me permet de faire un peu la transition, parce que faut savoir que le film est sorti en 1989. À l'époque, c'était totalement de la science-fiction. Et aujourd'hui, en réalité, on fait de la recherche là-dessus en génie et à la faculté de médecine à l'université de Sherbrooke notamment. Alors, je vais d'abord vous expliquer un peu en quoi ça consiste, respirer avec un liquide, ce qu'on appelle la ventilation liquidienne. En fait, c'est quelque chose qui est assez similaire à la ventilation gazeuse. Donc là, vous avez un petit schéma sur votre gauche. Ah, super, j'ai un truc qui monte là. En bleu, vous allez avoir le liquide qui est saturé, alors pas saturé, mais qui est plein d'oxygène qu'on va envoyer dans les poumons d'un patient. Et donc ça, c'est à l'inspiration. Et puis à l'expiration, on va retirer ce liquide qui, cette fois-ci, sera chargé en dioxyde de carbone. Donc ça, c'est les deux gaz qui sont présents dans la respiration. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans les poumons? Alors là, il y a un petit zoom là-dessus. En fait, si on imagine que le poumon, c'est la sphère, ou plutôt l'alvéole, on va dire, le liquide, il arrive et il va faire donc l'échange gazeux avec le sang. Donc le sang, il est chargé en CO2. Le CO2 passe dans le poumon et l'oxygène passe du poumon vers le sang. Et ensuite, le sang se rebalade dans tout le corps humain et c'est ça qui permet d'amener l'oxygène donc, vers tous les organes, le cerveau, le cœur, tout ce que vous voulez. Alors, c'est quoi l'intérêt maintenant? Pourquoi est-ce qu'on chercherait à faire respirer avec du liquide? Est-ce qu'il y en a qui auraient des idées éventuellement ou absolument pas? De quoi? Pour devenir des poissons. En vrai, ça pourrait le faire, ouais, mais pour trouver des financements, c'est un peu compliqué de justifier avec ça. Donc, pour l'instant, c'est pas trop pour de la plongée qu'on va l'utiliser. Ça va être dans deux cas de figure notamment. Alors, premier cas de figure, ça va être pour quelqu'un qui fait une crise cardiaque ou un AVC. Ce qui se passe, donc, la personne fait une crise cardiaque. Donc, elle est amenée à l'hôpital en ambulance. J'ai cherché une ambulance avec le signe du Québec, mais j'ai pas trouvé. Et là, donc, on utilise un prototype qui permet de faire respirer avec du liquide. Et sauf que ce liquide, si on reprend le schéma de tout à l'heure, on va pas l'envoyer à 37 degrés, mais on va l'envoyer à 33 degrés, donc un peu en dessous de la température corporelle. Et ça permet de refroidir le sang et donc de refroidir tous les organes. Et donc, tout le corps humain, en fait, à ce moment-là, va fonctionner au ralenti et ça va diminuer les lésions ou alors ça va donner plus de temps au médecin avant de prendre en charge le patient. Donc ça, c'est une première application qui est plutôt développée en France actuellement. Et une deuxième application où là, on travaille vraiment dessus à l'université, c'est vis-à-vis des extrêmes prématurés. Faut savoir que les extrêmes prématurés ont des poumons qui sont immatures et qui ont donc du mal à respirer avec l'air ambiant, à capter l'oxygène en fait de l'air. Et utiliser un liquide, ça s'est avéré plus prometteur. Donc, ce serait l'idée, deuxième cas clinique, du coup, de faire respirer des prématurés directement après la naissance, avec du liquide jusqu'à ce que leurs poumons deviennent plus matures. Alors, ça, c'est un peu la partie physiologie, médecine. Moi, je ne suis pas du tout médecin, je ne suis même pas encore ingénieur, je suis étudiant. Mais donc, je vais vous parler un peu plus de la partie génie mécanique notamment. Pourquoi il y a besoin d'ingénieurs là-dedans? On l'a vu dans les cas de figure, il y a besoin de développer un prototype qui permet d'envoyer le liquide et de le retirer. Un des défis majeurs qu'on a notamment, c'est un liquide, c'est bien plus dense et c'est bien plus visqueux que l'air.
Et en plus de ça, nous, on impose le débit que quand on retire le liquide ou quand même on l'inspire. Et il y a un autre point aussi. Faut s'imaginer que le poumon, c'est un peu comme un ballon de baudruche, pour faire simple. Donc c'est des parois qui sont très flexibles, qui vont beaucoup bouger en fait dès qu'il va y avoir quelque chose qui passe à l'intérieur. Donc là, si on prend un cas de figure classique, on va dire le ballon de baudruche, il est en jaune, je ne sais pas si vous le voyez tous. Si on n'expire pas trop fort, tout se passe bien, on retire le liquide, donc on arrive à enlever le CO2 et puis à renouveler en fait et à oxygéner le patient. Si par contre on commence à expirer trop fort, alors là c'est un événement qui s'appelle le collapsus, donc l'effondrement littéralement des parois. En fait, il faut s'imaginer que les parois des poumons vont commencer à s'affaisser, voire même se toucher. Alors ça pose deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est pas, on a utilisé la ventilation pour que les bébés, il n'y ait pas d'inflammation, ils puissent respirer normalement. Sauf que là, en faisant toucher les deux parois, forcément, on va de nouveau créer des inflammations et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc en fait, on retombe au problème de départ. Le deuxième problème, c'est que, vous voyez cette petite goutte juste ici, en fait, elle se retrouve bloquée à l'intérieur du poumon. Sauf que cette goutte de liquide, elle est pleine de CO2. Donc si on n'arrive pas à la retirer, au final, on a les poumons qui sont remplis de dioxyde de carbone, et donc on n'arrive pas non plus à oxygéner le prématuré ou la personne qui fait un arrêt cardiaque. Donc ce qu'on fait à l'université de Sherbrooke, notamment en génie, dans un premier temps, nous, on essaie de développer des modèles mathématiques des poumons pour essayer de prédire un peu qu'est-ce qui va se passer dans les poumons quand on va envoyer à telle vitesse, avec telle force, le liquide, et quand on va le retirer également. À quel point les voies vont se déformer, et proche de la gorge, et plus en profondeur aussi. Ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est de la simulation numérique. Est-ce que ça parle à tout le monde de la simulation numérique ou pas? Parce qu'il n'y a pas que des gens en génie, donc je ne pense pas. Pour essayer de vulgariser ça, la simulation numérique, c'est on récupère la géométrie des poumons, dans notre cas, et on va l'amener dans un ordinateur, et puis on va dire à l'ordinateur, maintenant, imagine qu'on envoie du liquide, et fais-moi le calcul à chaque endroit du poumon, à ma place, fais-moi le calcul, et dis-moi un peu ce que ça donne. Et enfin, parce que ces deux points-là ne sont pas forcément suffisants, on fait également de l'expérimentation donc in vitro, in vivo, et donc ça c'est en partenariat avec la faculté de médecine. Et donc il y a des chirurgiens qui viennent donc au bloc opératoire pour faire de l'expérimentation, et nous en backup, donc en train de régler la machine. Là, je vous donne des résultats qu'on a eu par exemple en novembre. Donc à gauche, vous pouvez voir l'équivalent des poumons. Il faut s'imaginer ça un peu comme un arbre. En fait, on appelle même ça l'arbre bronchique. C'est juste qu'il y a plein de ramifications. Donc on commence en fait à l'entrée là. Il faut s'imaginer la tête qui est au-dessus. Puis l'entrée, c'est une sorte de tronc qu'on appelle la trachée. Et ensuite, on a donc des ramifications et ça devient de plus en plus petit. Et ce phénomène là dont je parlais tout à l'heure de d'effondrement des voies, en fait, on le retrouve ici. Ça, c'est une image qui a été prise donc directement au bloc opératoire par ce qu'on appelle du CT scan. C'est une sorte d'IRM en gros. Et on voit donc que, c'est un GIF, que la trachée en fait elle s'affaisse, puis elle se réouvre, et puis elle s'affaisse et elle se réouvre. Donc ça, c'est le phénomène que on veut éviter en absolu. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu des potentielles futures applications qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, c'est une technologie on utilise pour traiter, à terme, on ne l'a pas fait encore, mais des extrêmes prématurés et puis des gens qui font des crises cardiaques. Mais en fait, il y aurait bien plus d'applications possibles en réalité. La première, ce serait d'insuffler des médicaments via les poumons, du coup avec le liquide, parce qu'on peut dissoudre ces médicaments dans le liquide et ils pourraient traverser la paroi, aller dans le sang, et en fait on traiterait bien plus rapidement le patient. L'autre point, ça pourrait être également pour faire ce qu'on appelle du lavage broncho-alvéolaire. Alors c'est un mot un peu compliqué, juste pour dire que le liquide, l'avantage qu'il soit plus dense justement, c'est qu'il permet d'aller récupérer un peu toutes les particules indésirables qu'il y aurait dans les poumons,
et il permettrait de les retirer bien plus facilement que par les techniques actuelles. Et bien évidemment, la dernière application potentielle, ce serait pour les plongeurs. Donc je ne sais pas s'il y en a qui font de la plongée, mais ça permettrait notamment de rééquilibrer la pression entre la pression qui est imposée sur la cage thoracique et celle de l'intérieur, parce que le liquide est incompressible. Donc voilà les 3 applications potentielles, futures. Et je vous remercie pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Non, ton clicker. Merci. Mauvais sens. Ouais, il y a des questions. Fait que si vous avez des questions, c'est le temps. Tu as mentionné donner des médicaments avec ce processus-là. Ce serait quoi l'avantage de donner des médicaments avec un liquide dans les poumons versus une vapeur ou quelque chose comme ça, un gaz? Merci pour la question, elle est intéressante. Je vois juste pas qui a parlé. Je suis un peu... Ok, super. Donc je te réponde directement. C'est vrai que c'est quelque chose que... Tu veux répéter la question avant? Ouais. Merci. La question, c'est ce serait quoi l'intérêt de faire passer les médicaments par le poumon via le liquide plutôt que l'ingurgiter, par exemple, ou même via un cathéter. En fait, c'est l'intérêt, on peut même le reprendre pour le cas de la crise cardiaque, c'est que la surface d'échange entre le poumon et le sang, la surface, c'est l'équivalent d'un terrain de tennis. Donc c'est absolument énorme. C'est l'organe qui a le plus de contact avec les vaisseaux sanguins du corps. Alors dans le cas des médicaments, ça permettrait de les insuffler bien plus rapidement et que ça ait fait plus directement. Dans le cas d'une crise cardiaque, ça permettrait justement de refroidir plus rapidement que ce qui est fait actuellement. Est-ce que ça répond à ta question? Vas-y. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai plus de mal à imaginer de faire passer un médicament via du gaz qu'un médicament via du liquide. Je pense que le vrai intérêt, c'est qu'un médicament, on peut le dissoudre dans le liquide, comme on dissoudrait l'oxygène ou le CO2 d'ailleurs. Ouais. C'était pour te demander s'il y avait déjà eu des expérimentations du coup sur l'homme et comment c'est possible de faire respirer un liquide plutôt que de l'air, quoi. Ouais. Et aussi si c'est pas sur l'homme, si c'est sur des animaux ou autres. Alors donc sur l'humain, il y a eu juste un cas dans les années 90 sur 3 prématurés qui n'arrivaient plus à respirer avec une assistance respiratoire gazeuse. Ça pour des raisons... alors ça a fonctionné, mais ils étaient quand même trop épuisés par cette ventilation. C'est quelque chose qui juste lié à des comités d'éthique, et puis évidemment la technologie elle n'est pas au point, qu'on n'a pas refait depuis. Par contre, en expérimentation animale, c'est ce que j'expliquais à un moment. On fait en effet de l'expérimentation sur des agneaux, des porcelets, des cochons d'Inde, qui sont approuvés par un comité d'éthique en amont et tout. Et moi, par exemple, j'ai commencé le projet en septembre. Et la plus longue manip que j'ai pu faire, c'était début novembre dernier, où on a fait respirer un agneau pendant plus de 20 heures quand même. Donc on est déjà sur des heures qui sont assez conséquentes, quoi. Ils ne sont pas en apnée. Donc, il y avait une question en avant, je pense, juste ici. Il y a une autre question juste là. Ouais. Moi, j'ai une question plus pour la population issue du milieu oncologique qui parfois ne peut plus recevoir d'injections parce que les veines sont trop usées ou que les risques de thrombophlébite est trop élevé, notamment lors de cathéters. Est-ce que ça peut être une population à étudier ou avez-vous déjà entendu ce genre de population-là qui pouvait peut-être bénéficier de ce genre de traitement-là? Parce que leur système, à un moment donné, est capable. Est-ce que tu veux juste rapidement résumer la question? Ouais. Alors, je vais essayer de la résumer. Tu me dis si je me trompe. La question, c'est au niveau oncologique, il y a des patients, si j'ai bien compris, qui ne peuvent plus recevoir d'injections via des cathéters parce que les veines sont trop fatiguées. Et donc, est-ce que l'intérêt avec les médicaments, ça s'appliquerait à cette population-là? Alors, l'idéal, ce serait qu'un médecin te réponde, parce que moi, je suis pas médecin, donc j'ai pas envie de trop de m'avancer. Mais en théorie, oui, je pense que ce serait une application possible. Et en fait, même pas juste pour l'oncologie, mais en fait pour toutes les personnes qui n'arriveraient pas à recevoir via intraveineuse ou
par voie orale ou anale, n'importe en fait. Non, mais c'est vrai, les médicaments, quoi. Donc, il y a des discussions sur ceux qui sont soumis à des hernies dysplasiques. Est-ce que ce serait lié à ce cas-là ou je sais pas. Ok. Donc c'est pas lié directement, mais voilà. Allez, pour les hernies, par exemple, c'est quelque chose qui est en discussion. Mais voilà, je m'avancerai pas plus. Je suis pas assez compétent là-dessus pour. C'est vraiment intéressant parce que ça l'ouvre la voie à des potentielles nouvelles avenues de recherche. Fait que merci pour ta question. Félicitations, Malo. C'est super intéressant de voir à quel point il y a des liens entre le génie et le domaine de la santé. Je trouve ça vraiment fascinant, les ponts qui peuvent être faits à ce niveau-là. Fait que je pense qu'on peut encore y donner une bonne main d'applaudissement à tout le monde. Merci.